Alors, merci Corinne, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des organisateurs du RIOD. Le programme est vraiment impressionnant, donc j'ai hâte de pouvoir le suivre avec détail. Et je te remercie Corinne de m'avoir proposé de faire cette introduction. Alors, c'est pas une mince affaire, on va dire. C'est un peu un défi quand même. Bon, donc on expérimente et voilà. Donc effectivement, c'est quand même pas absolument nouveau cette thématique du lien, de commencer à travailler ce lien entre intérêt général et commun, puisqu'on avait déjà plus ou moins commencé à travailler cette question-là lors du programme en commun coordonné par Benjamin Correa, auquel participaient Corinne et bien d'autres. Et puis, on a effectivement lancé depuis peu un séminaire sur cette thématique-là. Alors, peut-être en introduction, j'ai envie de dire, on en est déjà, parce que bien évidemment, la notion de commun, les communs ont déjà fait un long chemin. Donc j'aimerais bien dire quelques mots sur ce long chemin. Donc bien évidemment, on doit surtout et avant tout de poser les concepts fondamentaux. On le doit à Elinor Ostrom, et notamment à travers ses travaux et toute l'école qu'elle a menée autour des communs fonciers. Et surtout, ce qui est important, il me semble, de pointer, c'est qu'en même temps, elle remet complètement en cause le dogme propriétaire, sur lequel on pourra revenir plus tard. Deuxième temps, et de manière concomitante, on a aussi tout le mouvement des biens communs en Italie, et notamment lié à la remise en cause des services publics, et notamment des services publics hydriques, et tous les travaux autour de la commission Rodota sur la notion de beni comuni. En même temps, et dans la continuité, c'est le mouvement des logiciels libres, l'avènement des communs numériques. Et ce qui est important de souligner, je me réfère ici à Thomas Benkler, c'est que ce mouvement des communs numériques, ce mouvement des logiciels libres, va rejoindre le mouvement des communs en marquant un tournant politique. Et là, ici, je cite Benkler, ce cadre donc des communs est devenu une critique plus fondamentale des piliers du néolibéralisme et un canevas pour le développement d'une organisation alternative de la vie économique. Les communs, toujours, donc on assiste depuis un certain nombre d'années à une extension, par-delà le seul champ du numérique, par-delà le seul champ des communs fonciers. Notamment, je pense, mais il y en a bien d'autres, aux travaux sur les plateformes collaboratives, notamment menées au travers du projet TAPAS. Ce qui est important aussi dans ce long chemin des communs, c'est l'importance de l'histoire et sa relecture. Pour notre part, nous avons énormément travaillé avec des historiens, et notamment des historiens de la Révolution française, mais l'intérêt des communs, c'est qu'ils permettent en même temps de revisiter certains pans de l'histoire, de refaire une lecture du Moyen Âge, du moment de la Révolution française, mais aussi du 19e siècle. On assiste aussi à un moment de l'ère postcoloniale, avec tout un travaux sur le retour des communs dans les pays du Sud. Les communs, c'est aussi les variations d'échelle, bien évidemment, des territoires, mais aussi des communs globaux. Et ici, on y reviendra à plusieurs reprises dans le colloque. L'approche polycentrique est ici centrale, celle-là même menée en particulier par l'école des communs d'Elinor Ostrom. Et puis, on passe aussi, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, des communs à l'approche par les communs. Il ne s'agit pas uniquement d'étudier ce qui pourrait relever de formes de communs, mais une approche par les communs qui, en fait, et c'est à peu près le travail que l'on a essayé de faire ou qu'on a mené dans le cas du dictionnaire des biens communs avec mes collègues juristes Marie Cornu et Judith Rochefeld. Cette approche par les communs permet de revisiter les fondamentaux, comme celui de la propriété, de l'État, d'éclairer des angles morts qui permettent d'opérer des déplacements dans l'analyse, d'ouvrir des interstices qui eux-mêmes ouvrent sur des possibles. Et puis, les communs, c'est aussi un nouveau lieu de pensée, j'ai envie de dire par-delà les disciplines, et là, je serais aussi en accord avec Elinor Ostrom, c'est-à-dire qu'on ne peut étudier les communs qu'avec une seule discipline. C'est une approche qui se doit d'être pluridisciplinaire, et l'enjeu de la passerelle entre les disciplines est essentiel, me semble-t-il. Et puis, les communs, c'est aussi un nouvel espace pour faire et expérimenter, car avant tout, les communs relèvent, me semble-t-il, de l'expérimentation intellectuelle et de l'expérimentation en matière d'action collective. Toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, et en même temps, c'est complètement lié, les communs sont, de mon point de vue, un tournant. Je pense qu'il est important de prendre au sérieux la croisée des chemins. Il est très important de prendre en compte le fait qu'il nous faut continuer à donner chair aux communs, poursuivre l'élaboration en même temps de leur contenu conceptuel, au risque de basculer vers du common watching. En particulier, on a eu affaire à cette notion de common watching dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, et avec Benjamin Correa, nous avons eu l'occasion de travailler sur les notions de biens communs et de biens communs mondiaux, alors même que ces notions étaient en complète amalgame. Nous sommes à une phase délicate de l'apport des communs, en fait, face à des enjeux sociétaux complexes et mondiaux.
Et puis, avec et depuis la pandémie de Covid-19, nous avons clairement changé d'échelle. Je pense que nous avons aussi expérimenté dans nos corps ce que signifie que ce changement d'échelle. Et il me semble, c'est la raison pour laquelle il me semble que il s'agit d'un enjeu politique et conceptuel aujourd'hui de penser et de construire les communs comme des acteurs déterminants de transformation sociale. Le RIA de 2022, justement, les communs rentrent à la rencontre de la question des transitions. Mais de quelle transition parle-t-on? Alors la transition écologique actuellement est le fer de lance. L'humanité est en effet refait communauté face à son extension envisageable. L'Anthropocène et l'exacerbation des inégalités sociales ne cessent de s'accroître sur les territoires du Nord comme du Sud. Mais on ne peut penser la question de la transition écologique sans une transition, me semble-t-il, vers un autre mode de développement. Le changement climatique, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise énergétique me semblent effectivement montrer du doigt cette importance. Sans s'inscrire aussi dans une transition post-capitalisme. Et puis, sans une transition sans ce qu'on pourrait appeler une autre conception ou une autre forme d'État. Alors, que peuvent les communs? Donc, la tâche qui m'est assignée aujourd'hui et les quelques pistes que j'aimerais lancer avec vous, c'est quel lien dans ce contexte-là peut-on faire entre commun et intérêt général? Car il y a une contradiction a priori dans les termes, car le garant de l'intérêt général, c'est l'État. Et les communs sont eux, pourrait-on dire, les garants des intérêts d'une communauté strictement délimitée. Alors, que pouvons-nous dire? L'intérêt général se trouve aux prises avec des définitions opposées, et les enseignements de l'histoire ici sont importantes. Je pense ici aux travaux de Yannick Bosque et Marc Bellissa sur le mouvement au moment de la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où en fait s'affrontent deux lectures possibles, deux lectures politiques de cette déclaration qui ont affaire avec deux oppositions de deux traditions républicaines. La première, nous enseignent ces auteurs, c'est un républicanisme de marché, qu'ils ont qualifié eux-mêmes républicanisme de marché, en fait fondé sur l'idéologie propriétaire, et celle-ci est menée par Condorcet et les physiocrates, qui établissent un lien entre liberté des propriétaires et l'intérêt général, et pour eux, la poursuite des intérêts particuliers des propriétaires conduit à l'intérêt général. Il s'avère qu'on a souvent identifié ce postulat à la fameuse main invisible de Smith, mais à tort, on pourrait y revenir. La deuxième tradition républicaine est un républicanisme que ces auteurs qualifient de démocratique, qui est celui de Robespierre et des Montagnards. Et dans ce contexte-là, la propriété est considérée comme une question politique. L'intérêt général est fondé sur la garantie du droit à l'existence. La propriété des biens matériels, alors ils font la distinction entre deux propriétés, propriété des biens matériels et la propriété de soi. Et la propriété de soi sont ces droits qui sont attachés à la personne, c'est ce qu'ils appellent le droit à l'existence. Et dans ce cadre-là, les droits attachés à la personne sont plus importants que les droits qui sont attachés aux choses. La République, nous disent ces auteurs, n'empêche pas la propriété privée sur les biens matériels, mais tout au contraire, mais tous les biens qui permettent de garantir l'existence sont considérés quant à eux comme des propriétés communes à la société. Et la propriété commune, c'est l'intérêt général, et sa prise en charge relève de l'État social. Et là, c'est très intéressant de le dire, notamment Yannick Bosque et Marc Bellissa, je vous renverrai à leur dernier ouvrage à ce propos-là. L'État social, ici, on ne l'entend pas. Nous, cette consonance est importante pour nous dans cet État social qui émerge après la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, cette notion d'État social n'a absolument rien à voir. L'État social, à cette époque, est considéré comme la société civile, par opposition à l'état de nature. Et il y a une période qui expérimente ce moment-là de la République démocratique, c'est la période qui va de 1793 à 1795, qui est une période de décentralisation très importante du pouvoir exécutif. Les communes en sont l'échelon, tout un arsenal démocratique se met en place, c'est ce qu'on a appelé, certains ont appelé le peuple délibérant, et c'est l'apogée des assemblées communautaires villageoises. Alors, quand nous parlons de cet État garant de l'intérêt général, de quel État parle-t-on? Et en fait, bien évidemment, il n'a rien à voir avec cet État social développé, en tout cas mis en avant par Robespierre et les Montagnards. Il faut pour cela retourner sur quelques transformations majeures du XIXe siècle.
Cet État, garant de l'intérêt général, est un État centralisé qui est aux mains de l'exécutif et en fait il est façonné à partir de 1795, puis ensuite avec Bonaparte. Mais tout le 19e siècle en fait est traversé de réformes majeures du droit administratif et de ce qu'on a appelé la fabrique de l'État moderne. J'aimerais aussi souligner que c'est une époque de conflits violents entre cet État en train de se construire et les communautés usagères encore présentes à ce moment-là, et je pense notamment au système d'irrigation, et je renvoie ici aux travaux d'Alice Ingold. En fait, on assiste tout le long du 19e siècle à la fabrique d'un pouvoir administratif et d'un État qui peut être qualifié d'État gardien. Cet État gardien, il est gardien des biens et des droits du public. Et ici, en particulier, je pense à la théorie de Proudhon de 1843 à propos du domaine public. C'est très important ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a affaire à l'avènement du public et des administrés. C'est un public, ce qu'on appelle aujourd'hui public, c'est un public qui est sous tutelle. Le public est incapable, nous dit Xipharas, ce public est défini comme incapable d'exercer lui-même les actes qui requièrent la conservation de son domaine, et c'est bien pourquoi l'administration de ce dernier est confiée à l'État qui exerce ses droits au nom du public. Finalement, l'administré remplace à ce moment-là le citoyen, c'est-à-dire que lui est confisqué au citoyen le droit à gérer directement les affaires de la cité. Un deuxième moment très important au XIXe siècle, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, c'est ce qu'on a appelé le passage de l'État gardien à l'État propriétaire. C'est encore un moment de profonde redéfinition du droit administratif et de l'État. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, le principe de l'impossibilité d'une appropriation des biens du public vole en éclats. Aussi bien à l'époque révolutionnaire, mais aussi par la définition du droit romain sur lequel je reviendrai plus en avant, jusqu'alors, les biens du public étaient absolument pas appropriables. Ce sont une propriété commune, et vous avez vu, y compris dans le cadre de l'État gardien, il n'y a pas de propriété sur le domaine public, il n'y a pas de propriété sur les biens publics, mais là, c'est une propriété du public dans son ensemble, et l'État en est gardien. Et ici, on assiste à un renversement total de ce principe-là, avec la naissance de la théorie de l'État conçue sur le principe de l'État comme personnalité juridique. On doit cela à un grand théoricien du droit qui s'appelle Maurice Horiou, et le projet, bon, bien évidemment, pour nous, ça dépasse notre problématique, mais en même temps, pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que le projet est d'unir le droit administratif autour de la notion de droit subjectif de l'État. Et un des droits subjectifs par excellence, c'est la propriété. Et donc ici, on va avoir affaire à la transposition de la propriété en droit administratif. Ce qui se passe à ce moment-là, et là aussi ça a bien été décrit par Mikhail Xipharas, on assiste à une substitution du public par l'État. Ici, je cite Mikhail Xipharas, un coup d'État, un coup de force discret et ferme s'opère, car non seulement l'État s'approprie les biens du public, mais il en prend littéralement sa place. C'est un moment particulier d'histoire puisqu'il s'agit d'une lutte très importante, une lutte politique et idéologique pour la définition de l'État sous la Troisième République. Et ici, je cite de nouveau un juriste, Foulquier, dans un article qu'il a publié en 2005, dont je vous conseille la lecture. Et à ce moment-là, nous dit ce qui est en train de se passer avec cet État qui devient propriétaire, c'est que ceux qui défendent cette propriété de l'État, c'est que pour les défenseurs des droits subjectifs de l'État, la démocratie devenait secondaire par rapport à l'État, elle le mettait même en danger. Et pour Horiou, nous dit Foulquier, les affaires publiques n'étaient pas du ressort du peuple, tout au plus, le peuple n'avait plus qu'un pouvoir d'approbation tacite, le Parlement un pouvoir délibératif, et le pouvoir décisif appartenait à l'exécutif. Et donc, la consécration dans les faits de l'État propriétaire, explicitement dans les textes, va se faire tout au long du XXe siècle et va notamment rencontrer l'avènement du néolibéralisme. Alors, concrètement, la propriété publique dans les textes apparaît dans le Code général de la propriété des personnes publiques en 2006, donc personnes publiques que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Et je cite le Code général de la propriété des personnes publiques, un bien n'appartient au domaine public que s'il appartient à une personne publique. Et en même temps que ce renforcement, que cet avènement de la propriété publique par les textes émerge et se renforce, un nouveau droit émerge, le nouveau management public, qui va effectivement percuter la dimension propriétaire de l'État avec une révolution managériale de l'administration, ce qui a été appelé la gouvernance par les nombres. Donc, on a assisté progressivement à une appropriation par l'État des biens de la communauté des citoyens via la propriété publique. Donc une propriété publique dont les juristes ont clairement confirmé qu'il s'agit d'un modèle de la propriété privée appliqué à l'État, est tournée
vers la valorisation économique et la privatisation des biens publics. Des biens et des services publics sont en perte de fonction sociale à l'usage du public. Alors, l'État propriétaire est-il soluble dans le républicanisme de marché? J'ai ici repris à volonté ce terme des historiens de la Révolution française. On a affaire à un État qui risque de défendre ses propres intérêts qui peuvent entrer en contradiction avec ceux des citoyens. On a un glissement vers l'idéologie propriétaire et le marché comme garant de l'intérêt général, et on a une remise en question du rôle de l'État dans sa définition de l'intérêt général, ou en tout cas de sa défaillance à le poursuivre. Et un des phénomènes majeurs est ici la multiplication des actions en justice citoyenne contre les États pour manquement à l'obligation. Ici, bien évidemment, je peux faire référence en ce qui concerne la France à l'affaire du siècle, la multiplication des procès pour inaction climatique et la montée de l'activisme climatique. Mais ça ne se résume pas au climat, car très récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, en France, en début de ce mois de novembre, un recours en contentieux au tribunal administratif de Paris a été déposé par un certain nombre d'associations de patients et un certain nombre de collectifs de soignants pour carence fautive de l'État, calqué sur le modèle de l'affaire du siècle, en raison du fait de la déliquescence complète du service public hospitalier. Et donc, je cite, ces actions, le droit à la santé des usagers, des patients et de leur entourage, des soignants, le droit au respect de la dignité de la personne morale, le droit de recevoir les traitements les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques garantissant la meilleure sécurité sanitaire, le principe de continuité du service public hospitalier ne sont plus assurés et que ces carences perdurent. Nous portons un recours en contentieux au tribunal administratif de Paris pour carence fautive, qu'il soit reconnu cette carence et qu'il soit soumis un terme sans délai. Alors là, ce qui est un peu embêtant, c'est que contrairement à la question du climat, on peut observer une quasi-absence de la mobilisation citoyenne pour la défense d'un service public pour autant essentiel. Alors, ceci étant dit, comment repenser l'intérêt général à l'aune des communs? Et bien évidemment, j'ai envie de vous donner quelques pistes. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. 2 points essentiels me semblent importants à mettre en avant. C'est qu'il me semble important, et ça, c'est un terme qu'on avait discuté dans notre projet en commun. Je crois d'ailleurs que Corinne, tu l'avais évoqué oui, c'est pas désencarté. C'est un désencastrer le public de l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, désencastrer le public de l'État? C'est qu'il me semble important de réinvestir le mot, cette notion de public, et de reconquérir la part politique du public. Il s'agit en fait de sortir le public de son statut d'administré non organisé, dépossédé de son pouvoir d'agir pour les affaires de la cité. Ici, j'ai envie de citer à titre d'exemple, mais bien évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres. En même temps, c'est un mouvement très important. C'est le mouvement italien qui s'est manifesté, dont je faisais référence tout à l'heure, dans le cadre de la privatisation, de la volonté de privatiser les services publics hospitaliers par Berlusconi. Et tout un mouvement citoyen s'est mis en œuvre, qui a débouché sur un référendum d'initiative populaire en Italie, puisque cette possibilité existe. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce mouvement s'est constitué d'abord en défense de l'eau comme bien public, pour se transformer en défense comme mot bien commun. Et pour moi, ce passage du public au commun, c'est bien une reconquête citoyenne de la question politique du sujet public. Le deuxième point essentiel qui va de pair, c'est la nécessité de réinstitutionnaliser le lien entre hors commerce et intérêt général. Ce fameux hors commerce et intérêt général dont je faisais référence quand je parlais tout à l'heure de ce moment particulier de la Révolution française et de la conception montagnarde de ce rapport-là. Ce qui relève de l'intérêt général, ce sont les biens et les services qui permettent de garantir l'existence. Donc on retrouve cette définition dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tout cas sa lecture par un certain courant révolutionnaire, et on retrouve aussi cette définition bien plus en amont dans la définition des res publicae romaines. Ici, je fais référence aux travaux du juriste Yann Thomas, qui nous rappelle que le statut juridique des res publicae n'était pas fondé sur leur nature propre, mais elles étaient instituées comme telles pour les soustraire au commerce et pour les affecter à l'usage du public. Alors, que peuvent les communs? Il me semble important pour cela, et si on garde cette idée de comment on réinvestit, on revient sur cette notion d'intérêt général sur la base des communs, il me semble quelque chose d'important, c'est s'appuyer sur la question des communautés d'usage. Et celle-ci, en allant d'Elinor Ostrom à Carole Rose et en passant par Stefano Rodotà et la notion de beni comuni. C'est là-dessus
que je voudrais revenir, c'est qu'il est évident, quel peut être l'apport des communautés ostromiennes dans ce contexte-là? Ce sont des communautés, je le rappelle, tout le monde sait ici, qui sont organisées selon des faisceaux de droit. Et cette notion de faisceau de droit est évidemment ici centrale, puisqu'il s'agit de droits et des pouvoirs qui sont distribués majoritairement, mais élaborés chez Ostrom par la communauté elle-même, mais chez Ostrom aussi, qui permettent une distribution des droits et des pouvoirs entre État, collectivités, élus, administration et communauté. Donc ici, ça permet de revenir sur la redistribution des pouvoirs, et donc c'est un apport majeur pour penser et reconstruire une redistribution des pouvoirs entre les différents acteurs. Bien sûr, dans cette approche, il y a des limites majeures, c'est que ce sont des communautés d'usage fermées, dont l'accès est régulé, qui sont strictement délimitées, et donc ce strictement délimité des communautés fait partie des fameux Design Principles d'Ostrom, et que le bénéficiaire reste la communauté. Quoique bien évidemment, pour ce qui concerne les communs environnementaux, par exemple, les externalités négatives, positives que cela entraîne peut nous être utile pour penser l'intérêt général. Quoi qu'il en soit, la question du droit d'exclure, qui est toujours présente la plupart du temps dans les communs étudiés par Ostrom, est antagoniste avec une action tournée vers l'intérêt général. Ceci étant, une piste s'ouvre, une piste ouverte par Ostrom elle-même, qui est la notion de gouvernance polycentrique qu'elle avait commencé à travailler à propos de la lutte contre le changement climatique et sur lequel, je pense, il en sera question demain. Donc, il faut aussi dépasser l'idée de communauté clairement définie. Et ici, je passe vite, mais l'intérêt des travaux de la juriste américaine Carol Rose sont très intéressants puisqu'elle s'intéresse en fait aux communs d'accès libre et qui coïncide avec l'émergence du débat sur les communautés diffuses. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par communauté diffuse? Et ici, je reprendrai la définition donnée par Judith Rochfeld. Ce sont des communautés qui réunissent autour d'une ressource des personnes ne disposant pas d'un droit subjectif, ici ce sont des jurys qui posent, ni organisées selon une gouvernance ou un agir commun. Mais la visée est la reconnaissance d'un public inorganisé dans la définition de cet intérêt général. Et en réalité, ce qui importe ici, et le lien qu'on peut faire, ce sont les actions collectives qui sont actuellement, dont je faisais référence tout à l'heure, menées en justice contre l'État, c'est un phénomène nouveau, de ce public inorganisé au nom de l'intérêt général. Mais il n'empêche, ces communautés diffuses, dans ce contexte, y compris celui défini par Carol Rose, il y a une absence de participation à la gouvernance et une impossibilité de penser une communauté positive. Alors, excusez-moi, c'est un peu long cette diapositive, mais je pensais essentiel de citer dans le texte Stefano Rodotà, car il me semble important de revenir sur les quelques points ici que je vais lire de Stefano Rodotà, avec sa notion de bien commun, qui lui-même peut faire trait d'union justement entre la notion de communauté, dans les travaux qui soient la communauté ouverte ou communauté fermée, sur lequel je reviendrai, et qui remet du souffle sur cette notion d'intérêt général institutionnalisé au profit des droits fondamentaux. Les biens communs selon Stefano Rodotà. Donc ici, je le cite, j'ai trouvé ça important de le citer dans le texte plutôt que de donner une interprétation qui aurait pu être hâtive. Il s'agit avant tout, nous dit Stefano Rodotà, de biens essentiels à la survie comme l'eau, la nourriture et à la garantie de l'égalité et du libre développement de la personnalité. En raison de leurs caractéristiques, on les considère d'un commun accord comme des biens communs pour indiquer en premier lieu leur lien avec les personnes et avec leurs droits. Si j'insiste ici là-dessus, c'est que vous voyez bien que quelque part, des parallèles peuvent être faits avec la définition de l'intérêt général au moment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette notion de droit et de personne sont essentielles. Les biens communs doivent être définis à partir de leur appartenance collective, par la soustraction à la logique du marché et de la concurrence, par le fait qu'ils concernent les biens matériels et immatériels, indispensables à l'effectivité des droits fondamentaux et au libre développement de la personnalité, et enfin, parce qu'ils sont conservés dans l'intérêt des générations futures. Alors, ce qui est intéressant aussi, là je ne l'ai pas mis, mais quand vous lisez Stefano Rodotà, à un moment donné, il dit « mais ce n'est pas une illumination de notre époque, la notion même d'intérêt des générations futures était déjà présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Il s'ensuit un changement profond, nous dit Stefano Rodotà, les droits fondamentaux, l'accès, les biens communs dessinent une trame qui redéfinit le rapport entre le monde des personnes et le monde des biens. Ce dernier, au moins durant les 2 derniers siècles, a été confié à la médiation du propriétaire, aux modalités avec lesquelles chacun pouvait espérer s'approprier de manière exclusive les biens nécessaires. Cette médiation est aujourd'hui remise en cause. La propriété, qu'elle soit publique ou privée, ne peut englober et épuiser la complexité du rapport entre personnes et biens,
un ensemble de relations doit désormais être confié à des logiques non propriétaires. Et enfin, les biens communs exigent une autre forme de rationalité, capable d'incarner les changements profonds que nous vivons et qui touchent à la fois aux dimensions sociales, économiques, culturelles, politiques. Nous sommes par conséquent obligés d'aller au-delà du schéma dualiste de la logique binaire qui a dominé ces derniers siècles la réflexion occidentale, propriété publique et privée, État et marché, et tout cela est projeté dans la dimension de la citoyenneté par le rapport qu'il s'institue entre les personnes, leurs besoins, les biens qui peuvent les satisfaire, modifiant ainsi la configuration et la définition même des droits de la citoyenneté et leurs modalités d'exercice. Je pensais important de souligner ça parce que, à travers cette tentative de créer une catégorie juridique des biens communs, l'objectif est bien d'aller au-delà d'une simple catégorie juridique des biens communs, mais de redéfinir une citoyenneté et sa modalité d'exercice. Et c'est là que ça me semble important de faire le lien justement avec la notion de commun, c'est que cette notion de commun, au prisme d'une lecture et au prisme de la définition des biens communs de Stefano Rodotà, permet en fait de commencer à réfléchir à comment construire un intérêt général au prisme des communs. Notamment, il me semble important de faire le lien entre commun, communauté ouverte et territoire. Pourquoi le territoire? C'est que si on revoit à peu près l'ensemble de l'histoire, bien évidemment, on ne peut pas faire des rapprochements entre les territoires de la Révolution française, les territoires à l'époque de Romain et nos territoires aujourd'hui, mais il s'ensuit en réalité que le territoire a toujours été le lieu d'expérimentation particulière pour l'émancipation et pour la création d'actions collectives. Si c'était le village du XVIIIe siècle, aujourd'hui, l'échelle de l'expérimentation citoyenne reste le territoire, ou en tout cas sa redécouverte, le lieu de vie comme pouvoir d'agir, comme diraient certains. On assiste dans ce mouvement des communs à l'émergence de communautés qu'on peut qualifier d'ouvertes et délibératives, qui sont elles-mêmes tournées vers l'intérêt général. Et je pense que pendant tout le colloque Riod, il en sera question. Certaines sont bien connues, comme le modèle de l'Asilo à Naples, comme le modèle de Mobicoop, Raicoop ou encore Enercoop, mais aussi le modèle de certains centres de santé communautaires. Il y en a un certain nombre. Je pense que c'est à l'occasion de ce congrès, de ce 17e congrès du Riod, que sera discuté, je l'espère en tout cas, ces nouvelles formes de communautés ouvertes et ces communs orientés probablement vers l'intérêt général. Je vous remercie. Voilà. Donc maintenant, c'est la place aux questions. Vous m'entendez? Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très... Enfin, bravo pour cette présentation. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé d'un moment de l'État gardien et je voudrais savoir si, avec toutes les réflexions sur les droits de la nature en cours de par le monde, et notamment la dernière loi espagnole qui a reconnu la personnalité morale à la Mar Menor, donc une espèce d'équivalent des temps comme les temps de Thau en France. On essaye de retrouver en fait cette notion de garde, d'autorité de garde, qui permet de remettre en cause de mettre autour de la table plusieurs communautés. Et je voulais savoir si, pour vous, il est possible que malgré le fait qu'on ait un État avec une vision propriétaire, de revenir à cet État gardien, voire même comment repenser un domaine public mis en commun. Est-ce que voilà, c'est une question pour le public. Merci. C'est bon, t'as lu. Je pense que c'est une question importante, mais je ne suis pas persuadée que cette notion d'État gardien puisse être mise en parallèle avec effectivement la notion de gardien qui est en train d'émerger à travers effectivement tous les travaux autour de la notion de gardien dans le domaine du droit naturel, du droit de l'environnement. Alors je sais que c'est énormément discuté chez les collègues juristes, cette notion de gardien de l'environnement, mais est-ce que donner la personnalité juridique à un objet, un élément de la nature, est-ce que finalement ça peut pas... La question est toujours quels vont être les garde-fous derrière? Qu'est-ce qui va présumer le fait que la personne qui va de fait être représentante du fleuve, de la rivière, va être en mesure de réellement
défendre les intérêts de ces éléments naturels. Donc c'est un vrai sujet. Et ce qui est intéressant là encore, c'est que je renverrai aux travaux de Yannick Bosque en particulier, de Florence Gauthier et bien d'autres, sur cette notion de... Parce que la notion d'état gardien apparaît effectivement à un moment où naît le droit administratif. Et où de fait, en tout cas c'est l'interprétation que je donne, on a le début de la dépossession de la citoyenneté en tant que citoyenneté active, où l'on peut repérer des expériences qui ont eu lieu à travers l'histoire, et notamment au moment de la Révolution française. Ce point est important parce que au moment en fait, cette période courte entre 1793 et 1795, on apprend beaucoup de choses de ce qui se passe dans la capacité des assemblées villageoises à délibérer, y compris les représentants du peuple sont eux-mêmes contrôlés par le peuple lui-même, avec des systèmes de mandataires, et on a affaire à toute une organisation collective qui fait que le représentant, en fait, ne peut pas finalement avoir une représentation qui, de fait, va dévier de son objectif original. Donc, effectivement, un certain nombre de travaux sont en train de se développer sur la notion de gardien, mais bon, moi, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la notion d'état gardien tel que celui qui s'est constitué au XIXe siècle, mais ça peut valoir le coup de revenir là-dessus. Moi, ce qui me semble important, c'est vraiment de dissocier administré et citoyen et de comprendre en fait à quel point le rôle prépondérant qui est arrivé à amener l'administration, mais en collusion avec le pouvoir exécutif, complètement détourné de la question de la citoyenneté. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir ces discussions dans ce prisme-là. Oui, donc merci infiniment pour cette intervention que j'ai trouvée formidable. Et moi, j'aurais voulu, parce que vous êtes passé très vite sur certains aspects, je voudrais avoir des éclaircissements sur le lien entre comment on passe de commun à comment les communs servent à nouveau l'intérêt général. Je ne sais pas, ce lien-là, voilà, j'aimerais... Je réponds au fur et à mesure, non, ça ne vous embête pas parce que, hein, le lien, j'ai tenté de commencer à jeter des pistes. Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Il y a de mon point de vue, ce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Enfin, les pistes, c'est déjà avoir à l'idée qu'il est important de désencastrer la notion du public, de le sortir de l'État. Aujourd'hui, quand on parle de public, on parle d'État. Et le public est encastré dans l'État. Et en même temps, il est encastré dans l'État et complètement organisé selon un mode administratif, mais une administration sur laquelle on pourrait revenir longtemps. Et donc, pour revenir à une forme de citoyenneté qui soit directe et qui puisse agir directement, effectivement, en coopération avec une autre forme d'État. Mais comment on procède? De mon point de vue, ce qui est important, c'est de revenir à une définition de l'intérêt général qui ne soit plus centrée sur la notion de propriété, et en ce sens, et sur la notion de droit des gens, et avec l'idée que ce qui importe, dans cette définition d'intérêt général, ce qui importe, c'est de réinstitutionnaliser le fait que ce qui relève de l'intérêt général doit être situé hors du commerce. Et donc ça, c'est très important, cette notion de hors commerce. C'est-à-dire hors commerce, en tout cas hors marché capitalistique. Et donc c'est un point essentiel que l'on retrouve depuis au moins le droit romain, que l'on retrouve au moment de la Révolution française et que l'on retrouve aussi chez Rodota, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce lien-là. C'est-à-dire que ce qui relève en fait de l'intérêt général, ce sont ces biens qui sont nécessaires à la subsistance, qui sont nécessaires au droit à l'existence. C'est pour ça qu'on peut faire un parallèle dans les fondamentaux avec en tout cas la proposition de bien commun proposée par Stefano Rodota. Donc on n'a plus affaire à une citoyenneté qui est basée sur la propriété, mais sur les droits à l'existence. Ça, c'est le premier point. Et comment on organise ça? Et c'est bien la question que pose Stefano Rodota, c'est comment on organise cet exercice de la citoyenneté. Et c'est là que je pense que les communs, en tant qu'organisation collective et d'action collective, ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que par le prisme des communautés organisées selon, justement, c'est là ce qui est intéressant de se référer à la notion de faisceau de droit chez Ostrom, c'est-à-dire que ces faisceaux de droit, comment ils peuvent se distribuer dans la communauté elle-même, mais aussi avec les autres acteurs, notamment les acteurs publics, en fonction de l'objet même de la communauté, qui soit à vocation d'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle je faisais référence à notamment RaiCoop, MobiCoop ou encore EnerCoop, où l'objectif n'est pas l'intérêt de la communauté elle-même, mais quelque chose qui vise l'intérêt général, comme la transition écologique pour EnerCoop, comme le retour à des voies ferrées qui soient locales, alors que la SNCF ne remplit plus ce rôle. Voilà, c'est en ce sens-là. Et comment, en fait, les communs, avec des communautés ouvertes, qui ne soient pas des communautés fermées sur elles-mêmes, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'asilo à Naples, mais je pourrais en citer d'autres, ou encore comme
comme les centres de santé communautaires qui fonctionnent selon différentes... Les communautés ne sont pas représentatives que d'elles-mêmes, elles sont représentatives de plusieurs habitants ou de plusieurs spécificités. Et en même temps, elles servent non pas leur propre intérêt, mais un intérêt qui est au-delà de l'intérêt de la communauté elle-même. Je ne sais pas si c'est clair, ou en tout cas un peu plus clair. Ça marche, ça. Bonjour, donc Nicolas Postel. Merci beaucoup pour votre présentation qui était formidable. En particulier, je voudrais insister sur le fait que ce qui me semble effectivement le plus important, c'est d'avoir mis au cœur de la notion de commun la redécouverte d'un acteur politique dans les communs, c'est-à-dire de dépasser le double effacement de cette dimension politique qui existe par le marché et par l'État. Je suis complètement... Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais j'ai quand même une question, c'est que du coup, au fil de l'exposé, ça recoupe un peu la question qui vient d'avoir lieu, on passe de commun chez Ostrom à bien commun, et effectivement, on n'est plus sur le même concept, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots autour de la notion de, je trouve, autour de la notion de commun. Je ne suis pas sûr que ça vise le même mot, puisque comme tu l'indiquais, chez Ostrom, c'est une communauté. La notion de bien commun vise... En fait, on ne sait pas exactement quoi, l'intérêt général, mais l'intérêt général défini par qui? Tu dis par un territoire. Alors, quelle taille du territoire? Qui sont les acteurs qui se saisissent de leur légitimité à définir l'intérêt général? Autrement dit, je trouve que la question est excellente, mais elle me semble très ouverte, parce que ce n'est pas en l'affirmant qu'on réussit d'une certaine manière à remplacer toute la construction sans doute problématique qu'avait créé la connexion entre le public et l'État. On enlève quelque chose, mais il y a encore quelque chose à reconstruire. Et le mot commun ne suffit pas. C'est ça que je voudrais dire. Puis une deuxième remarque beaucoup plus courte. Je me demande s'il n'y a pas un petit lien entre cette réflexion sur le public et tous les travaux menés en particulier par DY sur le public et ses problèmes. Voilà, une autre forme de filiation. Je ne répondrai pas forcément à la question plus courte, parce qu'elle n'est pas finalement si courte. Effectivement, bien commun et common, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt justement d'arriver, et c'est pour ça que ça me semble intéressant, c'est pour ça que je revenais sur la définition de Stéphane Rodota sur la notion de bien commun, c'est que la définition d'intérêt général peut arriver à se faire peut-être par la connexion de commun et bien commun. C'est d'ailleurs les biens communs. De toute façon, l'enjeu qu'il y avait derrière cette définition des biens communs, peut-être vous n'êtes pas tous au courant, mais c'est que l'idée de la commission Rodota, c'était de créer un statut juridique des biens communs entre les biens publics et les biens privés. Donc ça a été proposé et ça a été rejeté par le Parlement italien de l'époque. Mais ça a justement été mis en application dans certaines villes, notamment à Naples. Et donc, bien évidemment, que ça se définit sur le plan à la fois chez Rodota constitutionnellement et sur le plan de la loi. C'est une évidence. Donc, tout ça est à construire. Mais l'intérêt, je trouve, de faire le lien... Donc, quand il conclut, enfin, il ne conclut pas, mais enfin, la phrase que j'ai prise en termes de conclusion, c'est comment, du coup, sur cette base-là, on réinvente la citoyenneté d'une manière... sur un autre mode d'exercice que celui qu'on connaît aujourd'hui et qui est largement contestable, eh bien, justement, cette connexion peut se faire avec les communs au sens de communauté qui s'auto-organisent, mais qui s'auto-organisent à des fins d'intérêt général. Quand je dis à des fins d'intérêt général, effectivement, tu as raison de signaler comment on définit cette notion d'intérêt général. Et donc, à partir en commençant à construire, alors est-ce que c'est par l'entrée intérêt général, mais en définissant, à commencer à construire la production, la valorisation et l'accès à des biens de première nécessité, de biens nécessaires au droit à l'existence, ça me semble pas trop difficile à définir. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Par exemple, on pourrait discuter longtemps, les travaux qu'on a menés avec Benjamin sur la question de l'accès au vaccin contre le Covid-19, on aurait pu imaginer que ce bien-là soit, sur le plan institutionnel, construit comme un bien commun. Or, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Donc, la composante construction institutionnelle est centrale. Donc c'est une affaire politique, bien évidemment. C'est que comment institutionnellement, politiquement, on construit et qui construit effectivement cette notion de bien commun. Et en même temps, la notion de commun est tellement centrée sur les besoins et comment on construit par le bas qu'il me semble que cette piste-là peut être intéressante, c'est-à-dire comment les deux peuvent se rencontrer. Je ne sais pas si c'est clair et peut-être pas pertinent, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ces fameuses communautés ouvertes dont on parlera, enfin j'espère qu'il en sera question pendant ces 2 jours.
Bonjour, je suis Ouda Shkarat. J'ai deux questions pour vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'intervention, c'était super intéressant. Alors, vous avez évoqué au début les travaux sur les communs d'Eleonore Estrom et vous avez évoqué notamment les communs numériques. Et moi, je me demande quelles sont les tentatives aujourd'hui des communs numériques qui concrétisent ce mouvement, mis à part le logiciel libre avec Linux ou les communs de connaissances avec Wikipédia. Donc, à votre avis, quelles sont les tentatives aujourd'hui qui concrétisent ce courant? Et ma deuxième question, vous avez aussi parlé du projet Tapas et des plateformes collaboratives un petit peu, et comme des alternatives au capitalisme des plateformes, si vous voulez. Et moi, je me demande comment on peut caractériser ces tentatives qui sont là pour donner une alternative hors capitalistique, hors les fondements du marché capitalistique. Donc voilà, merci. Sur Tapas, je laisserai Corinne répondre. Il va y avoir une table ronde, la table ronde de clôture du congrès commun numérique. Donc je vous renvoie à la table ronde du congrès. Est-ce que tu fais le lien commun numérique plateforme, tu fais la connexion automatique? Oui, absolument. Et vous verrez les différentes voies des communs numériques. Donc vendredi à 16h. Non, mais juste, moi, je voudrais dire juste par rapport à ça, effectivement, c'est pour ça que je pense important de dire que les communs sont à un tournant. Et que la question qui se pose, c'est que quel lien on fait avec effectivement l'alternative ou une ère post-capitaliste liée aux communs. Est-ce que les communs, on continue à les discuter dans une perspective, on ne sait laquelle d'ailleurs, ou est-ce que concrètement on l'inscrit réellement dans une problématique qui vise à dépasser le capitalisme? C'est une vraie question. Et on voit bien que c'est pour ça que le tournant est là. Donc ma question est toute simple. Comment définissez-vous la notion de territoire? Voilà. Alors, je mets les pieds dans le plat, mais en même temps, voilà, parce que souvent cette notion est utilisée et on donne des définitions différentes. En plus, ça me fait le lien aussi avec les plateformes numériques. Alors peut-être qu'il ne faut pas trop spoiler, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que les plateformes numériques sont un territoire dans lequel on peut créer communauté? Enfin voilà, j'aimerais avoir votre définition là-dessus, parce que si c'est une communauté et des personnes et des individus qui définissent eux-mêmes leur territoire, peut-être c'est là aussi la réappropriation, c'est peut-être là aussi où on va être sur un rôle politique. Donc voilà, j'aimerais avoir votre vision et votre retour là-dessus. Je vous remercie, c'est une vraie question. Alors déjà que Corinne m'a lancé le défi de faire le lien entre intérêt général et commun, bien que là, comment on définit le territoire? Sincèrement, je m'y avancerai pas. Surtout comment on le théorise finalement, la question que vous posez, c'est ça. J'ai pas la réponse. Ce qui est certain, moi, c'est que ce que j'observe en travaillant sur les communs depuis un certain nombre d'années, c'est cette idée de lieu de vie, en tout cas, mais il y a d'autres endroits, effectivement, qui peuvent participer à la définition de la notion de territoire. Probablement que les plateformes et effectivement les communs numériques, il y a probablement des territoires, peu importe. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est que les lieux de vie sont devenus des lieux concrets où, effectivement, une réelle pouvoir d'agir des gens est en train d'émerger. Alors que pendant très longtemps, on était dans une période où on était tellement dans une vision globale du monde et avec un désespoir d'agir, dans l'impossibilité d'agir face à cette globalisation, on est en train de redécouvrir ce que j'appelle ce territoire, mais peut-être qu'on pourrait lui donner un autre nom, c'est-à-dire le lieu où l'on vit, en fait, et les problématiques auxquelles on se confronte dans notre lieu de vie. Donc, en tout cas, moi, c'est ça que j'observe, mais probablement qu'on peut observer bien d'autres choses ailleurs et que probablement que le territoire se théorise, mais qu'en tout cas, j'en ai pas les capacités. Il y aura des sessions sur le territoire. Bon, on espère, c'est le titre. Bonsoir, Geneviève Fontaine. Merci pour ton intervention. J'adhère parfaitement à la fin, enfin, au passage par Stefano Rodotà et les biens communs qui en Italie n'ont pas forcément la même traduction, ou en tout cas acception qu'en France, voilà, sur les beni communi et les biens communs. La question, c'est qu'on réatterrit sur un droit à l'existence
et que de plus en plus, moi j'entends, y compris chez des chercheurs africains, etc., que le nœud du commun, c'est la relation qui se noue à l'intérieur d'une communauté et qui fait les rapports de cette communauté avec un ensemble de ressources autour d'un droit d'exister. Parce que justement, le droit d'existence ayant une définition qui est plus rapprochée au niveau de la subsistance, c'est souvent les biens fondamentaux, les biens premiers, etc., les choses qui permettent... et que le commun organise dans ces communautés ouvertes et délibératives, comme tu dis, plus largement un droit d'exister, c'est-à-dire aussi avec la reconnaissance de spécificité des communautés, la reconnaissance de la dignité, etc., de l'égalité des savoirs. Et voilà, donc juste parce que c'est pas vraiment une question, c'est juste de dire peut-être on a quelque chose à creuser du côté de ce qui émerge effectivement dans des communautés et dans des recherches sur doit-on parler à ce moment-là dans les communs, est-ce que c'est le droit d'existence qui fonde le commun ou plus largement un droit d'exister avec toute la plénitude du coup de la personne humaine, et ça nous ramène sur d'autres choses. C'était juste pour mettre fait que c'est une question qui se réfléchit et qui se débat entre droit d'existence et droit d'exister. Enfin, je voudrais rajouter quelque chose, tu as tout à fait raison, je pense que c'est des pistes à creuser. Mais il y a une autre, par rapport, ça fait le lien avec votre question sur le territoire, et quelque chose qui me semble important, et notamment qui a émergé, enfin en tout cas moi que j'ai vu émerger au moment de la pandémie de Covid-19, et qui est en train de faire sens, qui n'est pas forcément lié à une notion de commun, mais qui quand même y participe, c'est la reconnaissance de l'expertise des gens, à savoir faire par eux-mêmes. Et à un moment de la pandémie de Covid-19, on a très bien vu l'administration, l'État être complètement dépassé et intervenir de façon autoritaire, alors même que se mettaient en place sur le terrain des manières de faire face à la pandémie. Bon, on a tous en tête la question des masques, par exemple, mais il y en a eu bien d'autres. La question de l'expérience des gens eux-mêmes, des soignants eux-mêmes, qui ont pu s'auto-organiser alors même que jusqu'à présent, ils étaient dans des conditions, et c'est redevenu excessivement tendu, avec des injonctions de l'administration qui va souvent dans le sens contraire du besoin du patient et qui va souvent en sens contraire du métier. Et un tas d'expertise, des experts d'expérience, on entend souvent parler de ça, et sont en train d'émerger. Et en même temps, cette notion d'expert d'expérience, parce que référence à autre chose, peut être constitutif de formes de commun en même temps, qui fait aussi le lien avec la notion de territoire. En tout cas, j'ai plein d'exemples, je pourrais, mais c'est pas... Super. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette... Marilyn Filippi, merci pour cette belle présentation qui ouvre le colloque et qui ouvre beaucoup de questions, en fait. Et donc, moi, je vais peut-être prendre le contre-pied de la question sur comment vous définissez le territoire pour me dire, mais pour poser plutôt qu'est-ce que finalement le commun vraiment apporte au territoire et comment il perçoit cette mise en perspective pour les transitions. Si on part de ces fameux communs que j'ai envie de voir émerger et qui sont en train d'émerger avec des communautés ouvertes, ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y a d'abord une appropriation du territoire par les gens qui y habitent et en même temps un maillage entre des acteurs qui jusqu'alors étaient en présence, mais qui n'étaient pas forcément en lien. Et en tout cas, bon, notamment, je pense à l'utilisation de manière de plus en plus exponentielle du statut de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui met en présence un certain nombre d'acteurs dans des collèges particuliers et qui décident et réfléchissent ensemble. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment ça. Enfin, il me semble en tout cas qu'il se passe ça, c'est-à-dire comment, effectivement, on peut faire autrement en maillant et en apprenant des autres d'une manière différente de celle qui jusque-là a été mise en place. Je pense, une fois de plus, je pense que la période Covid a remué beaucoup de choses comme ça. Sauf qu'on est dans des tensions très fortes où en fait, l'administration et le pouvoir public est en train de retrouver sa place et effacer en fait ce qui avait pu être expérimenté en fait sur les territoires pendant cette période très particulière. Bonsoir, Pierre Musso. Merci pour votre présentation et je retiens notamment que l'approche des communs permet de revisiter des conflits ou les redécouvrir, les découvrir
par exemple, vous avez parlé des conflits sur l'irrigation du 19e siècle que je ne connaissais pas. Évidemment, ça fait penser à des conflits de notre époque, d'actualité, comme le conflit sur les bassines, ou un autre, j'ai envie de citer un autre conflit, parce que c'est des conflits pour moi qui sont des conflits où on voit ce que c'est le polycentrisme des communs s'afficher, le conflit qui a été relaté sur l'accueil de réfugiés dans des villages. On parle de villages, on a des communautés qui s'y opposent, qui se constituent à un niveau national, des gens qui se relèvent d'une communauté nationale qui veulent défendre la nation, et une question d'intérêt général qui est critiquée. Est-ce que 5000 réfugiés dans les villages, c'est quelque chose, c'est un intérêt général correct, évidemment. Moi, je pense 5000, c'est vraiment très peu. Et donc, il y a une contestation de cet intérêt général et des conflits dans une approche polycentrique où les conflits montent du village jusqu'à des réseaux organisés. Et je voulais savoir, du coup, on sait que Elinor Ostrom, ses design principles permettaient d'aborder la question des conflits à l'échelle d'une communauté. Est-ce que, dans ce qu'elle a travaillé sur l'approche polycentrique, ou est-ce que d'autres disciples d'Elinor Ostrom ont pu approfondir des design principles qui permettent d'aborder ces questions de conflit dans une approche polycentrique des communautés? Oui, c'est ça. Je pense qu'on y reviendra demain, effectivement, là-dessus. Je botte en touche, bien sûr, mais je pense que de toute façon, il y a énormément de choses. Ceci étant, je pense qu'il ne faut pas confondre communauté et commun. Parce que là, quand vous faites référence aux communautés qui s'insurgent contre la venue de migrants dans des villages, il n'y a pas de lien avec les communs. Parce que les communs, non, justement, il faut faire. C'est très important que une communauté ne se résume. Le commun ne se résume pas à une communauté. Une communauté, c'est une communauté d'usage qui s'organise ensemble pour produire et faire vivre ou protéger une ressource. Donc là, en l'occurrence, on n'est pas dans le cas d'un. Je ne veux pas les défendre, mais les arguments de cette communauté de reconquête, c'est de défendre la communauté nationale, sa langue, sa religion, etc. Et il y a des choses qui peuvent faire référence à des communs. Et pour moi, c'est pas toujours facile de bien dire que ce n'est pas en soi, bien voir la distinction entre les communs, ce qu'ils revendiquent, et les communs dont on parle généralement. Oui, mais dans ce cas-là, je peux vous retourner la question. En quoi c'est une communauté d'usage? Peut-être on ne va pas discuter là. On pourra discuter tout à l'heure. Oui, merci. Ton exposé était tout à fait remarquable et c'est très sympathique de voir la direction que tu prends avec le groupe. Mais simplement, c'est un chemin qui est étroit et difficile parce que faire vivre les communs en dehors de l'État et du marché, on voit bien comment on peut sortir du marché, notamment l'État peut nous aider à sortir du marché, il peut matraquer le marché. Mais sortir de l'État, il faudrait le castrer en fait, hein, pour faire une image par rapport à. Et là, on est actuellement dans un risque qu'on pourrait appeler, pour Paradis et Hardin, la nouvelle tragédie des communs au niveau mondial, c'est une tragédie des horizons, à la fois, là, comme le dit le carnet, mais également des territoires. Et on le voit bien avec la guerre d'Ukraine. Chacun dit c'est mon territoire. Et pourquoi? Parce que derrière, ce sont les États, ce ne sont pas les communs. Donc, moi, je dirais bon courage pour ce chemin, mais il est escarpé. Ah ben oui, de toute façon, quel intérêt de travailler sur les communs s'il n'est pas escarpé, le chemin? C'est bien l'enjeu. Ceci étant, je ne pense pas qu'il s'agisse de faire des communs sans État, ni de supprimer l'État. Il s'agit de repenser l'État. Bien évidemment que nous en sommes très très loin, mais le chemin est long. Mais je pense que de toute façon, on est bien obligé de s'inscrire dans un chemin long, malgré l'urgence, et que c'est comme ça qu'on va cheminer pas à pas. En tout cas, il me semble que les communs nous donnent une certaine voie. Certainement pas pour supprimer l'État, mais pour le repenser. Oui. Merci beaucoup, Fabienne et tout le monde. Je crois qu'on peut très applaudir parce que vraiment la tâche était... et tu y as parfaitement répondu. Ça fait aussi écho, si je peux me permettre un petit commentaire, ça fait aussi écho à la table ronde de ce matin sur les communs académiques où on voit combien finalement l'État est important pour faire en sorte que ces communs académiques existent. Et c'est parce que ça devient une politique publique que
on en parle aujourd'hui et qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais de notre côté, les communs académiques étant nés par des communautés de chercheurs, quid du rôle des communautés dans cette nouvelle politique publique pour la science ouverte? Donc c'est parfaitement en lien avec aussi ce qu'on faisait, ce qu'on discutait ce matin. Beaucoup de réponses à vos questions, ou en tout cas d'autres questions émergeront pendant les sessions sur territoire. Il y a Philippe Hainaut qui a une session sur commun de territoire, il y a Marilyn aussi sur territoire, donc vous allez avoir des sessions sur les territoires. Voilà, donc pas mal de réponses. Et puis, on vous invite aussi, avec Sébastien Broca, Benjamin Coria, Fabienne, on lance, il y a plusieurs séances qui ont été faites, un séminaire commun, communauté, intérêt général, mensuel, ici. Donc, on diffusera via le RIOD. Voilà. Je voudrais rajouter faisons attention aussi de ne pas penser et de construire des communs que pour les bien portants. C'est pour ça que je signalais quand même tout à l'heure la question de la dégradation et la dégradation de services publics hospitaliers qui est réellement en train de s'effondrer et qu'il faut faire attention. Effectivement, on n'est pas malade, on n'y pense pas et on y pense quand on est malade. Donc je pense que c'est aussi très important de faire en sorte que les communs ne soient pas uniquement des communs des bien portants. Je vous remercie. Merci. On va conclure là-dessus. Et alors avant le cocktail, je vais accueillir donc les représentants des institutions qui ont permis ce congrès, qui ont rendu ce congrès possible, en commençant par l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui cette année l'organise, et sa vice-présidente recherche, Pascal, tu veux venir dire un mot Écoutez, on est très fiers et très heureux d'accueillir ce congrès à Condorcet, dont nous sommes membres fondateurs, et tous les laboratoires de sciences humaines et sociales de notre université ont leurs locaux ici à Condorcet. Je trouve que c'est quand même des conditions de travail très agréables et je voulais le souligner. Bravo, moi j'espère, je voudrais venir à tout, je ne peux venir à rien, c'est horriblement frustrant, donc je suis quand même très très contente d'avoir pu écouter au moins Fabienne ce soir, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès, beaucoup de succès dans vos travaux, c'est des travaux qui sont très important. Le thème des communs est soutenu à l'université à travers une structure fédérative. Et donc, je félicite aussi les membres de la structure fédérative pour avoir porté ce thème. Et bien, à tout à l'heure autour d'un verre, si j'ai bien compris. Merci. Le directeur de la structure fédérative sur les communs. Merci Pascal. Merci Corinne. Alors bonjour. Donc moi je suis le directeur de la structure fédérative Les Communs qui rassemble plusieurs laboratoires de l'université de l'université Sorbonne Paris-Nord, anciennement connue sous le nom de Paris 13. Donc les économistes, les juristes, les sociologues, à peu près les politistes, quelques politistes, les gestionnaires. Donc si j'ai bien compris, c'est pas la même chose que les économistes. Alors je suis assez... Bon, voilà, vous travaillez ensemble. Alors d'abord, merci et bravo pour l'organisation de ce colloque qui est assez impressionnant en termes ne serait-ce que de taille, de nombre d'interventions. Donc bravo aux organisateurs, au nombre desquels je ne fais partie que de manière très très formelle. J'espère aussi que vous allez passer un excellent colloque. Alors je me sens un petit peu perdu parce que moi je suis juriste, nos colloques sont assez différents. Déjà l'échelle n'est pas la même. Je ne crois pas qu'il y ait de juristes dans la salle. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle-ci? Vous ruinez ma blague. J'avais prévu une blague expliquant que les juristes, on pouvait les reconnaître au fait qu'ils portaient une cravate. Et vous ne portez pas de cravate. C'est très décevant. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Non. Plus sérieusement, non, je suis très content qu'on ait pu organiser ce colloque pour la structure fédérative, qui d'ailleurs auparavant s'appelait développement durable. Donc c'est dire si le colloque et la structure fédérative étaient faites pour se rencontrer. Puis sur un thème qui est passionnant, qui est déjà les quelques propos que j'ai pu entendre donnent la profondeur du thème, l'intérêt évidemment parce que c'est essentiel pour tout le monde. Donc bravo à tous et puis excellent colloque aussi à tous. Voilà, merci. Alors
À l'université Sorbonne Paris Nord, le développement durable est central sur un territoire qui est particulier, hein, qui est le territoire du 93. Donc, nous recevons notre chargé de mission développement durable. Oui, donc bonjour, moi je suis donc Pierre Gérard. Bon, je suis juste informaticien en fait normalement. Non, mais je suis élu au conseil d'administration et en charge du coup des questions de développement durable. Donc ce que je vais dire, ça va peut-être un peu baisser le niveau, quoi, hein, parce que moi j'ai plutôt les mains dans le cambouis sur des trucs, etc. Mais bon, bon, je vous explique juste un peu comment on prend les choses. Disons que l'université Paris 13 puis Sorbonne Paris Nord, c'est vrai qu'il y a des universités qui ont été un poil plus pionnières que nous dans ces domaines-là et qui sont un petit peu en avance. On a quand même pas mal de retard à rattraper. Du coup, on a cherché comme des modes d'organisation qui nous permettaient d'essayer de rattraper ce genre de retard assez rapidement avec les moyens qu'on a, qui sont, bon, on ne fait pas partie des universités les plus dotées, quoi, disons. Donc nous, on a une manière de s'organiser où finalement, on n'a pas de vice-présidence spécifique développement durable avec un service, des budgets fléchés, etc. On en a discuté. Et puis, quand on a commencé à regarder tout ce qu'on devait intégrer dans les questions de développement durable, ben, il est évident qu'il n'y a pas que l'énergie, hein, pas que sa production en particulier. C'est extrêmement vaste. Et puis, ça finissait par toucher un petit peu toutes les activités de l'université. Donc, en fait, du coup, je suis modestement chargé de mission, mais je viens embêter tous les vice-présidents, tous les directeurs de service. J'essaie de travailler un petit peu avec tout le monde, de manière à ce qu'on avance de manière un petit peu... Parce que quand on n'a pas le temps de faire des choses à fond et puis après de faire à côté et de côté comme ça pour largeur, et on va essayer d'avancer de cette manière-là, du coup en mobilisant tous les services. Et c'est vrai que l'enjeu, en termes d'organisation, les gens qui font du management, etc., ça a énormément de défauts, hein, parce que ça tient beaucoup à la personnalité des gens qui le font. Voilà, il y a tout ça. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on arrive quand même à faire des choses. Hein, et on arrive à faire des choses parce que, de manière régulière, on a des réunions sur des thématiques, sur des choses avec les VP, les uns derrière les autres, les différentes directions, pour essayer de fixer des feuilles de route, au moins à l'année, voire pluriannuelles quand on peut, mais tous les ans, ou tous les 6 mois, il faut que les gens sachent ce qu'il faudra faire pour la prochaine fois. Alors pour faire ça, dans les dialogues, il y a un référentiel développement durable, responsabilité sociétale de France Université. En fait, nous, on sert beaucoup de ça. On est labellisé. Je suis pas assez nombreux pour avoir toute la bureaucratie qui vient avec ce genre de choses-là. Mais donc, on s'auto-évalue avec ce référentiel-là. Et ça sert vraiment de base de dialogue en fait avec toutes les parties prenantes dans l'université. Donc une organisation c'est assez horizontale et on démarre plus, hein, donc ça prend forcément un petit peu de temps. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même changer beaucoup je vais pas parler de petits projets les uns derrière les autres, mais ce qui est intéressant dans ce genre de démarche, à mon sens, c'est que il y a beaucoup de gens qui trouvent un petit peu plus de sens à leur travail. Et c'est vrai que quand ils me voient arriver au début, ils disent oh là là, encore ils vont nous ennuyer avec le développement durable, tout ça. Je prends par exemple l'exemple des marchés, la question de l'achat public, ce genre de choses-là. On passe des marchés au début, je suis allé à la cellule d'achat, je ne savais pas trop à qui ils allaient affaire, quoi. Et puis du coup, on commence à discuter, première entrevue, bon. Elles étaient ouvertes, les dames du service. Mais après, en travaillant avec elles, de manière régulière, sur chaque marché, on prend chaque marché, on le décortique, on essaie de voir où est-ce qu'on peut introduire des clauses, des critères, des choses, etc. On est aidé par les collectivités territoriales, hein, parce qu'à Pleine Commune, ils ont des structures avec des facilitateurs qui nous aident justement à introduire ce genre de clauses, etc. Et en fait, ce qui se passe au bout de quelques mois, les mêmes personnes qui étaient un peu dubitatives au début, qui ne savaient pas trop ce qu'elles allaient faire de tout ça, elles me disent finalement en fait ça devient la partie la mieux de mon boulot. C'est qu'en fait au lieu de faire des tableaux Excel et on fait le truc au moins 10 ans à la fin, en fait elles
elle se casse les pieds pour essayer de développer une stratégie d'achat avec des contraintes de développement durable, mais c'est des contraintes qui sont bien parce que ça leur permet de donner un sens à leur boulot. On ne fait pas seulement des tableaux, des calculs, etc., mais on sent qu'on fait quelque chose qui sert à quelque chose et on a plus envie de se lever le matin. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est bien. Encore mieux que d'autres choses, quoi, finalement, parce que c'est ça qui est très valorisant aussi, de faire changer les choses de cette manière-là. Après, bon, sur les questions des territoires, tu me disais de parler sur... En fait, je suis trop long, c'est ça? Voilà. Bon, nous, l'université, on a été beaucoup tourné vite. On était super... à des époques, etc., avec les stratégies de regroupement. C'est vrai que là, on a plus tendance maintenant à plus raisonner en termes de territoire et à développer un maximum de choses. Et avec les collectivités territoriales, on essaie d'ouvrir beaucoup l'université. Hein, à une époque, on y a mis des barrières, des trucs. Là, on essaye d'ouvrir, de faire des projets avec, de faciliter les choses. Donc, il y a un groupement de communes qui voulait faire un réseau de chauffage urbain. C'était compliqué de le faire sans nous. Nous, ça va nous coûter de l'argent. C'est pas rentable pour nous, en réalité, pour X raisons, mais on préfère le faire parce que si on apporte à la masse critique qu'il faut, de manière à ce que les projets se fassent, et du coup on fait de la géothermie, parce qu'en Ile-de-France la géothermie c'est super, et du coup on essaye comme ça, même si ça nous coûte un peu, disons, d'y aller, de faciliter les choses, et tout ce qu'on peut, disons, on le fait. Sur tous les campus où on est, parce qu'il n'y a pas que ici, il y a aussi Villetaneuse, du coup c'est pas que à Seine-Saint-Denis, c'est au bord du Val d'Oise, on est aussi l'université du Val d'Oise en fait, etc., etc. Je m'interromps, désolé. Bon, on discutera au... Alors, voilà, pour conclure, nos partenaires pour la journée, hein, donc l'IAE de Paris et la chaire ETI. Donc Didier, tu peux venir dire quelques mots, ou Philippe, qui est aussi... ne vous battez pas, hein. Allez-y tous les deux, qui a quand même introduit les questions de développement durable à l'IAE. Bon, très vite. Très heureux d'être là. Donc moi, je suis Didier Chabot, professeur d'entrepreneuriat et stratégie à l'IAE de Paris, où j'ai créé une chaire qui s'appelle Entrepreneuriat, Territoire, Innovation, et dont la baseline est de dire contribuer à créer de la valeur économique et sociale et environnementale sur nos territoires. Et quand mon ami Philippe Hainaut m'a proposé d'embarquer dans cette aventure, c'est un très grand plaisir, parce que comme ça permet de découvrir la communauté du RIOD. Et dans le RIOD, j'ai compris qu'il y avait un grand accent mis sur la qualité des échanges, et tant dans les sessions qu'en dehors des sessions, avec une dimension informelle, on va dire. Et du coup, ça va être un grand plaisir. Mais on va trouver le temps. Voilà, donc merci beaucoup. Et Philippe, qui a été la cheville ouvrière. Bonjour à tous. Alors, Corinne m'a demandé de dire 2-3 choses sur ce qu'on a fait à l'IAE en termes de transition écologique et sociale. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Pierre, et ça part de petites choses. D'abord, il y a 2-3 ans, avec ma collègue Nathalie Lermans-Sampac, on a sollicité une réunion pour tout le personnel et les étudiants qui voulaient se mobiliser autour des questions de réduire l'empreinte écologique de notre environnemental, de notre institution. Puis plein de monde sont venus, plein de gens sont venus, et donc on était contents déjà. Puis on a commencé des petites choses, on a commencé à changer les robinets, pour prendre des robinets poussoirs, à mettre des détecteurs de mouvement pour l'électricité, à faire attention à l'usage de l'informatique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé la fontaine à eau. On a mis une fontaine à eau parce qu'on a des bouteilles en plastique. On a changé les machines à café pour prendre des machines à café avec des détecteurs de mode, et des recyclages de mode, des marques de café, enfin des tas de petites choses, des détails qui nous ont pris quand même beaucoup d'énergie, mais qui ont aussi produit des effets notables dans la prise de conscience de ce qu'on pouvait faire au niveau local, parce que souvent on pense au niveau national ou au niveau individuel. Puis là, on s'est engagé collectivement dans notre institution sur ces questions-là. Et puis on a commencé à inviter des gens, parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc on a commencé à inviter des gens qui sont venus faire des conférences sur mobilité douce, alimentation durable, réduction des consommations énergétiques avec l'informatique. On s'est fait conseiller. Puis on a commencé il y a 2-3 ans à faire ça, à faire des accueils d'étudiants en début d'année avec la fresque du climat. Puis comme on est en Master 1, Master 2, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire en Master 2, on a fait l'atelier d'automne. J'en ai discuté avec Pierre tout à l'heure. Voilà. Puis après on s'est dit, nous enseignants-chercheurs, il faudrait peut-être qu'on change nos enseignements. Donc il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis. Et puis là, collectivement, on a écrit, pas avec les enseignants-chercheurs de l'IAE, mais on a écrit un petit manuel de la grande transition aux éditions Les Liens qui libèrent, et on a proposé comme titre « Vers une autre gestion ».
pour montrer que l'enseignement, la pédagogie, c'est aussi penser de manière dynamique, de manière synchronique, la question de la réduction de l'empreinte écologique. Voilà, donc tout ça, c'est en cours, ça continue d'avancer. Là, maintenant, on a réussi à avoir un petit budget et on fait de la compensation en label bas carbone. On était la première institution universitaire à le faire. Label bas carbone, c'est un label qui est garanti par le ministère de l'Environnement avec un CRFA d'une 50aine de pages et qui permet de planter des arbres avec une certaine garantie de qualité, de contrôle et de suivi dans le temps. Et pour faire en sorte que les plantations aient vraiment l'objectif de stockage carbone qui est initialement pensé et contractualisé avec des propriétaires forestiers. Voilà, donc c'est ces choses-là qu'on essaie d'impulser et de faire vivre dans notre institut. Et on est content d'avoir l'occasion d'en parler. Et notre dernier partenaire, donc la chaire comptabilité écologique, Clément. Merci beaucoup Corinne. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais être très bref, simplement pour dire le grand plaisir qu'a la chaire comptabilité écologique d'avoir pu être associée à cet événement et d'avoir pu aussi contribuer comme on a pu à son organisation. Donc merci à toute l'équipe d'organisation du colloque et à Corinne et Oriode de nous avoir permis de nous associer. En quelques mots, la chaire comptabilité écologique, hein, elle est portée par la Fondation AgroParisTech. Elle associe plusieurs partenaires scientifiques, notamment l'Université Paris-Dauphine, l'Université Reims-Champagne-Ardenne et l'Institut Louis Bachelier. Des partenaires aussi publics comme le ministère de la Transition écologique et d'autres partenaires mécènes privés. Donc on pourra vous représenter ça lors de la plénière qu'on organise vendredi matin. Et la finalité des travaux, c'est de repenser en fait une réorientation des cadrages comptables au service de la transition écologique et à plusieurs échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle des écosystèmes ou des territoires, disons, et j'ai peur d'utiliser ce mot, et à l'échelle des organisations et des entreprises. Et donc, voilà, dans une vision qui est une vision de soutenabilité forte, hein, donc orientée vers la réalisation d'un certain nombre de résultats écologiques. Donc, on aura l'occasion de pouvoir discuter justement de ces travaux dans la plénière donc de vendredi matin, et puis aussi à l'occasion de 3 sessions complètes qu'on a pu organiser et où c'est les doctorants notamment de la chaire qui pourront aussi partager les travaux en cours dans des formats de communication, mais aussi des formats d'ateliers de travail où tous vos retours seront bien sûr les bienvenus. Donc merci encore à toutes et tous, et puis au plaisir de rediscuter avec tout le monde. Merci Corinne. Alors, le cocktail est proche, mais pas encore. On a tellement de partenaires. Donc l'UFRC qui nous a rendu beaucoup de services, et notamment qui a permis d'émettre des bons de commande pour tous les frais de bouche à 3 jours du congrès, parce qu'ils étaient bloqués. Donc, merci. Alors, évidemment, l'UFR d'économie-gestion, c'est que c'est pas très joli, c'est l'UFR d'économie-gestion de l'université. Donc, on est évidemment super fiers d'avoir supporté et de supporter ce colloque organisé donc, par l'équipe crise et transition du CEPN. Et je voulais, alors, à ce titre, remercier évidemment Corinne, Anna, Sophia, Laura, Evan, je ne sais pas où ils sont, Carolina, et puis un très grand merci au service administratif. Et je voudrais citer Corinne Gauthier, Emmanuela Lothaire, qui ont vraiment permis de débloquer une situation qui était un peu nouée en milieu de semaine dernière et qui a donné un peu des sueurs froides à Corinne. Voilà. Bravo et pour ce colloque. Alors oui, je voulais remercier donc Anna Sophia, Laura, au frère qui est en régie, Evan Bertin, Caroline, voilà, et d'autres, mais ce sont les vraies chevilles ouvrières du congrès. Ils sont tous en fin de thèse, en plein rédaction de manuscrits. Voilà, donc voilà, c'est vraiment honorable pour eux d'avoir fait ça, pour nous et pour eux un peu, j'espère aussi. Et puis les équipes techniques du campus Condorcet qu'on mobilise pour les captations vidéo, c'est hyper précieux. Je sais que l'ingénieur qui s'en occupe est seul pour tout le campus, me semble-t-il. Il s'est dédié à nous, donc un grand merci voilà, à l'ingénieur. Et maintenant, on peut juste conclure. Le dernier mot, c'est je suis
ravie qu'il y ait Roland Pérez avec nous parce qu'il a organisé au RIOD, c'est lui qui a organisé le premier congrès sur les communs avec la présence d'Éléonore Ostrom. Donc voilà, je suis ravie de m'inscrire dans la suite et dans les traces de Roland. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on peut vraiment aller prendre un verre.